l'actualité. Comme prévu, le troisième round des négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux a repris hier, sans pour autant qu'il y ait un consensus entre les deux parties concernant le relèvement du point d'indice et le salaire minimum interprofessionnel SMIC. Dans son exposé, le Premier ministre a démontré par A plus B que les perspectives macroéconomiques de notre pays ne militent pas en faveur d'une quelconque augmentation de la masse salariale. Je rappelle que entre 2009 et 2010, le nombre total de fonctionnaires a été augmenté de 7 172 personnes. Que de 2010 à 2011, on a de nouveau augmenté le nombre de fonctionnaires pour passer à 12 235 personnes. Et quand on prend la situation à fin 2012, c'est 15 608 personnes qui ont été ajoutées dans les effectifs. Alors, quand vous dites qu'on n'a pas partagé, je réponds, on a partagé les fruits de la croissance. Une lecture qui ne rencontre pas l'assentiment des syndicalistes. Nous espérons simplement que le gouvernement fera tout pour se déterminer sur l'augmentation du point d'indice et le SMIC. Parce que c'est ça que les Gabonais attendent et nous voulons que le gouvernement s'engage véritablement en nous donnant une réponse ferme sur cette question-là. Je voudrais ici interpeller le gouvernement à plus d'engagement et de solidarité parce que les Gabonais attendent cette question et dire aux populations gabonaises que ce n'est pas la peine de s'impatienter. Il s'agit de traiter les problèmes de manière sérieuse. Et ce ne sont pas des reports, il s'agit tout simplement que les cahiers de charges comportent beaucoup de points. Malgré cette incompréhension, il faut souligner que les 10 points en commun retenus par tous ont été épuisés sans faille. Une autre rencontre entre les deux parties est programmée pour le 4 mars prochain. Nous repartons au palais présidentiel avec cette concertation sur l'introduction de la biométrie dans le processus électoral dans notre pays. Le rapport des commissaires et le Premier ministre venait de le dire, vous l'avez suivi, a été remis cet après-midi au chef de l'État. C'est donc Raymond Ndongsima qui a conduit la délégation des membres de la commission chargée justement d'étudier les contours de l'introduction de cette nouvelle donne politique. Presse présidentielle. Malgré les clivages politiques qui peuvent rendre à un moment donné tendues les relations interpersonnelles, les questions d'intérêt commun doivent amener les uns et les autres à surmonter leurs différences et à conjuguer le même verbe. C'est en tout cas cet esprit républicain qui a prévalu 3 semaines durant au sein de la classe politique, majorité et opposition confondues, lors des débats sur la biométrie. Autour du Premier ministre, chef du gouvernement, tous et chacun ont donné leur point de vue sur ce sujet qui n'a que trop fait parler de lui dans notre pays. C'est donc un document constitué de moult recommandations qui a été remis au président de la République. Monsieur le Président de la République, sans anticiper sur le contenu des recommandations dont la première vous est réservée, l'économie des procès-verbaux inclus dans ce document révèle suffisamment la profondeur, la densité, voire l'âpreté des débats. Les recommandations qui vous sont soumises ce jour ne sont ni celles du gouvernement, ni celles de la majorité ou celles de l'opposition. Ce document exprime les vœux de l'ensemble de la classe politique gabonaise, unie dans un esprit républicain, émue par la volonté de participer pleinement à ce dialogue politique national dont vous avez pris l'initiative. Monsieur le Président de la République, je voudrais à ce moment de mon propos vous transmettre la gratitude de l'ensemble des commissaires pour avoir permis que ces assises se tiennent. Je voudrais également vous exprimer les espoirs que leurs mandants et eux-mêmes fondent sur la suite qui sera réservée à leurs 10 recommandations. Des débats parfois contradictoires, l'on est finalement arrivé à un consensus qui devrait aboutir à des élections moins contestées, ce dont Ali Bongo Ondimba s'est réjoui. Je me réjouis encore une fois du travail qui a été fourni, qui démontre encore que lorsque les beaux esprits se retrouvent ensemble, on arrive malgré
se retrouve dans ces recommandations-là, et surtout qu'elles visent l'essentiel. L'essentiel qui doit conduire notre pays à pouvoir organiser des élections sur tout l'ensemble du territoire qui appellent le moins de contestation possible. Prochain acte de ces discussions sur la biométrie, porter les résolutions à l'attention de Madame le Président de la Cour constitutionnelle, qui à son niveau et selon les textes et lois en vigueur, aura également un point de vue à émettre avant que le Président de la République ne réunisse pour le round final la classe politique dans son entièreté. Je voulais annoncer en titre la fin demain, jeudi 28 février, du pontificat de Benoît XVI. Le départ du pape du Vatican fait suite à sa décision le 11 février dernier de renoncer à ses fonctions pour cause de maladie. Jean-Gérard Miyundou, Stevie Oyan-Mesui se sont penchés sur la question. Avant justement son départ du Vatican prévu ce jeudi, le Saint-Père a fait sa dernière apparition publique, comptant pour la 348e audience générale sur la place Saint-Pierre. Devant près de 150 000 fidèles, Benoît XVI a affirmé, je cite, « Je continuerai d'accompagner l'Église en prière », fin de citation. Élu le 19 avril 2006 par environ 120 cardinaux, le pape Benoît XVI n'a pas démissionné, mais plutôt renoncé à ses fonctions en évoquant des raisons de santé. La démission, ça suppose que quelqu'un doit accepter cette démission, tandis que le pape, il renonce à sa mission, il renonce devant Dieu, il renonce devant l'Église, et personne ne doit accepter cet acte libre et souverain de décider de la décision pontificale de renoncer à sa charge. Et alors, oui, c'est quelque chose qui est très neuf, disons, dans l'histoire de l'Église, parce que pendant 6-7 siècles, on n'avait pas un pape qui renonce à sa mission, à sa charge, mais c'était prévu par le Code de droit canonique. Près de 8 ans de pontificat, le pontife, âgé de 85 ans, aura marqué l'Église catholique ainsi que les 1,2 milliard de chrétiens catholiques que compte le monde par son amour pour l'Église, sa foi très profonde, la foi enracinée dans l'écriture, dans les documents de l'Église. Il nous a montré comme une personne peut se donner totalement au service des autres personnes, des frères et sœurs dans l'Église. Je crois qu'on va retenir justement sa grande foi. Et il nous a conduit, on nous a introduit dans l'année de la foi que nous vivons dans l'Église. Et alors, c'est un cadeau qu'il nous a donné à la fin de son pontificat. Le départ du 265e pape de l'Église catholique n'affectera en rien la sérénité de l'Église, car l'Église n'appartient pas à un pape, l'Église n'appartient pas à un évêque, l'Église appartient à Jésus. Il faut se souvenir qu'on est dans un bateau de l'Église qui est conduit par Jésus. Et nous sommes tous des serviteurs de Jésus, en commençant par le pape, le successeur de Pierre, et nous tous, nous sommes des serviteurs de Jésus qui est à la tête de son Église, qui conduit la barque de l'Église. Toutefois, nous espérons que les cardinaux qui doivent se réunir en mars prochain pour la désignation du 266e pape prendront en compte non seulement le facteur âge, mais également l'état de santé du successeur de Joseph Ratzinger afin d'éviter à l'avenir ce type d'incident. Le souverain pontife qui sort du Vatican par la grande porte, par ce geste plein d'humilité et d'une extrême liberté. Vous le savez, l'événement clé de son départ, c'est sa santé. Justement, son Excellence, Monseigneur Basile Mve Ngon, archevêque de Libreville, qui invite la communauté chrétienne et les hommes et femmes de bonne volonté à la cérémonie d'action de grâce qui sera organisée en faveur de sa sainteté, le pape Benoît XVI, demain jeudi 28 février, en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Sainte-Marie, jour de sa rénonciation au siège apostolique, 16h30, 17h30, prière du chapelet mystère lumineux, 17h30, 18h30, concert de chorale, 18h30, 20h30, messe d'action de grâce, 20h30, 21h30, adoration du Saint-Sacrement.
Et puis cette pétition contre le mariage pour tous et les crimes de toute nature au Gabon. La déclaration a été faite par le pasteur Francis Michel Mbadinga à l'occasion de la célébration de son jubilé. Chrislin Maïnda, Annabelle Charel Bunguta. Le gymnase du complexe Omnisport Président Bongo, théâtre de la célébration du jubilé du révérend Francis Michel Mbadinga et de ses 30 ans d'engagement dans le ministère de Dieu. Entre louanges, projections, écrans géants et débats, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour la gloire de Dieu. Un des moments forts de ces 5 jours exceptionnels aura été le lancement d'une pétition pour dénoncer les maux qui minent le monde, à l'exemple du mariage homosexuel. Si, sous d'autres cieux, la légalisation de cette union est considérée comme une évolution sociétale, pour le pasteur Mbadinga, c'est là une régression. Notre pays de Gabon doit prendre parti, même à contre-courant du dictat mondial. Mais nous devons nous référer à la loi de Dieu. Tout enfant est fruit d'une union de 2 personnes de sexe opposé. Interpellons les forces vives de la nation et très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'État, garant de nos constitutions, des libertés et des valeurs qui font notre nation, pour que les dispositions juridiques et pénales soient mises en place pour endiguer ces phénomènes. Les crimes rituels ne sont pas restés en marge de cette déclaration. C'est ici une piqûre de rappel au respect des valeurs culturelles. Nous voulons rappeler que le Gabon, notre pays, a fait le choix délibéré d'inscrire dans sa loi fondamentale la notion de Dieu qui incarne les valeurs morales. Francis Michel Mbadinga peut compter sur l'ensemble des confessions religieuses représentées ce jour, à l'exemple des catholiques et des musulmans. Je vous l'ai dit au sommaire également, les enjeux et défis de l'économie verte en Afrique centrale. C'est le thème qui se trouve depuis ce matin au centre de la 29e session du comité intergouvernemental d'experts de la sous-région qui s'est ouverte ce matin dans la capitale gabonaise en présence d'Arnaud Mengue et de Célestin Nguemobam de Gabon Télévision. C'est à l'invitation du gouvernement gabonais que le bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique organise la 29e session du CIE de l'Afrique centrale. À l'ouverture des travaux, le directeur du bureau sous-régional a précisé le contexte dans lequel se tiennent les dites assises. La bonne nouvelle pour l'Afrique est que les cours internationaux des matières premières sont restés fermes, grâce en particulier à la demande soutenue de la part des pays émergents. En ce qui concerne l'Afrique centrale, la reprise amorcée en 2011 s'est poursuivie en 2012, malgré les récents développements au niveau mondial. La croissance économique sous-régionale s'est ainsi établie à 6,3% en 2012 contre 4,6% en 2011. Le représentant résident des Nations unies au Gabon a quant à lui relevé les efforts déployés par le Gabon dans la protection de sa biodiversité. En fait, le plaidoyer des Nations unies pour le développement durable avait déjà pris de l'ampleur durant la conférence internationale sur l'environnement de Stockholm en 1972. Depuis lors, le secrétariat général n'a cessé de galvaniser l'opinion mondiale et les décideurs politiques sur cette question cruciale, en l'occurrence dans le cadre de la conférence internationale sur l'environnement et le développement à Rio en 1992. La réunion de Libreville fait suite à la 28e session du comité intergouvernemental tenue l'année dernière à Brazzaville. Les experts vont échanger 3 jours durant leurs expériences sur l'économie verte et sa mise en œuvre en Afrique centrale, conformément, Célestin Nguemobam l'a dit, aux recommandations de la 28e session.